Ici Valentin Rochat, bienvenue au tout premier téléjournal de TV 2000. En titre cette semaine, la France sans Premier ministre depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président Emmanuel Macron refuse d'élire une candidate venant de la France insoumise. La Russie intensifie ses frappes en Ukraine, obligeant ses habitants une nouvelle fois à aller se réfugier dans le métro. Dans le conflit russo-ukrainien, ce sont les drones l'arme la plus utilisée, car elle est très rentable. C'est Bâle qui accueillera le concours de l'Eurovision en 2025. Les Bâlois se réjouissent déjà d'accueillir le concours. Un spectacle aérien, celui d'un voltigeur, c'est en fin de journal. Cela fait plus d'un mois que la France est sans Premier ministre, car le président Emmanuel Macron refuse d'élire une candidate qui ressort de la France insoumise. La décision passe très mal aux yeux de la gauche. Le reportage de la RTS. De la lumière dans les bureaux du palais de l'Élysée. Le président Macron a tranché. Pas question de retenir la candidature de Lucie Castet, présentée par le nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre. Emmanuel Macron annonce qu'il ne croit pas à l'hypothèse d'un gouvernement de gauche, comme il l'a précisé dans un communiqué publié hier soir par l'Élysée. Le président de la République a constaté qu'un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l'alliance regroupant le plus de députés, le nouveau Front populaire, serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes représentés à l'Assemblée nationale. Exit donc Lucie Castet, qui pouvait pourtant nourrir certains espoirs vendredi dernier au terme de son entrevue avec le président. Aujourd'hui, elle se retrouve sur la touche. Le président a attendu au moins un mois avant d'entamer ses consultations. Et là, on dit aux Français, en fait, vous êtes déplacés, mais ça ne vaut rien. Vous avez mal voté. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Déni de démocratie, coup de force institutionnelle, voire dérive trumpiste, selon certains. Aujourd'hui, la décision passe très mal chez les ténors du nouveau Front populaire qui appelle à une grande manifestation le 7 septembre à Paris. Au nom de quel droit divin il y aurait une possibilité pour des gens qui ont perdu les élections d'expliquer qui gouverne et qui ne gouverne pas? Le président poursuit désormais ses consultations avec les représentants de la droite et du centre. Cela fait désormais 42 jours depuis la dissolution de l'Assemblée nationale que le pays attend son nouveau gouvernement. C'est la plus longue pause pour un exécutif français depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En Ukraine, la Russie intensifie ses frappes dans tout le pays. Alors que la Russie gagne encore du territoire, les Ukrainiens ont été une nouvelle fois obligés de s'exiler dans le métro pour se protéger des bombes. Le reportage de la RTS. Une frappe russe sur cet hôtel situé à Kryvyi Rih, au centre de l'Ukraine, a la nuit dernière coûté la vie de 4 personnes. 3 autres sont décédés dans des attaques de drones à Zaporijjia. Des frappes meurtrières au lendemain des attaques les plus massives depuis le début de la guerre sur 15 régions, avec surtout pour cible des infrastructures énergétiques, comme ici le barrage de Kiev. Cette vidéo montre un missile finir sa course dans le réservoir d'eau. Ces frappes ont poussé les habitants de la capitale à se réfugier sous terre et obligé les autorités à imposer des coupures de courant. En 48 heures, la Russie aurait, selon l'Ukraine, employé au moins 137 missiles et 190 drones, la majorité abattus par les systèmes de défense et aussi par les avions de chasse fournis par les alliés occidentaux. Nous avons déjà détruit dans cette énorme attaque des Russes quelques missiles et drones à l'aide de F-16. Je ne dirai pas combien, mais nous l'avons fait grâce aux partenaires qui nous ont fourni des F-16. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Nous avons un petit nombre de F-16. Alors que ces pompiers à Kiev s'attelaient ce matin à éteindre un incendie de forêt provoqué par une des frappes, la Russie a poursuivi ses bombardements toute la journée dans l'est de l'Ukraine. Et dans ce conflit russo-ukrainien, vous allez le voir, les drones sont très utilisés car ils ne sont pas chers, mais ils peuvent faire beaucoup de dégâts. C'est le grand format de ce journal, il est signé Radio-Canada. Cela pourrait ressembler à une simple sortie en plein air, à s'amuser avec des jouets télécommandés. Mais les apparences sont trompeuses. Olena est en fait une militaire. En compagnie d'un groupe de soldats ukrainiens, elle suit une formation pour apprendre à piloter un drone FPV.
Un engin au départ conçu pour la voltige, mais qui est devenu en Ukraine une formidable machine à tuer. Équipé d'une grenade anti-char, il a permis de détruire quantité de blindés. Les drones FPV jouent un rôle très important car ils peuvent changer la situation tactique sur le front, dit-il. S'ils sont assez nombreux, il y aura beaucoup moins de blindés et de tanks car ils sont très vulnérables. Alors, les Ukrainiens les déploient en grand nombre. Ce centre de formation a déjà formé 1500 pilotes. Les débuts sont souvent difficiles. Comme les autres, Olena a déjà passé une trentaine d'heures sur un simulateur avant de prendre les commandes d'un vrai drone. Mais elle est motivée, déterminée. Pour moi, le plus important dans cette guerre est de protéger nos soldats le plus possible, dit-elle. Et ces armes alternatives nous permettent de combattre avec moins de pertes humaines. L'instructeur, Alex, est un civil. Il pilotait déjà des drones pour s'amuser depuis des années. Lorsque la guerre a commencé, il a compris que ses aptitudes pourraient être utiles. Un rôle qu'il endosse cependant à contre-cœur. C'était mon hobby et jamais je n'aurais pensé que ça deviendrait une arme, dit-il. En fait, jamais j'aurais imaginé que je deviendrais instructeur pour montrer à des gens comment tuer d'autres gens. J'ai pas envie de le faire, mais j'ai pas le choix. Le drone FPV, c'est l'arme du pauvre. Il coûte quelques centaines de dollars à peine et il permet de détruire des blindés, des tanks qui valent des millions de dollars. Son défaut, en revanche, c'est sa faible portée qui limite son déploiement et met en danger ses opérateurs. Le problème pour les Ukrainiens, c'est que les Russes aussi utilisent maintenant des drones FPV. Oleg l'avoue, les drones sont sa hantise. Ils représentent le plus grand danger pour un soldat dans une tranchée. Alors, cette compagnie ukrainienne a entrepris de fabriquer et de fournir aux soldats ces équipements de brouillage d'ondes. Ces brouilleurs créent un dôme de protection de 300 mètres, explique-t-il. Qu'ils soient montés sur des blindés, sur des chenillettes ou portatifs, ils coupent le signal des drones et protègent ainsi les soldats ukrainiens. 80% de nos soldats blessés ou tués le sont par des drones FPV russes, dit-il. Alors, ces équipements vont sauver des vies. La compagnie dit tourner à plein régime et produire plus de 5000 brouilleurs par mois. Après les avoir essayés, Olé a très hâte d'en être équipé. Avec ses antennes déployées, il l'avoue, il se sentirait davantage en sécurité. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, dans les environs de Kiev. C'est Bâle qui accueillera le concours de l'Eurovision l'année prochaine, ce qui fait le bonheur de toute la ville, car les retombées après ce concours peuvent être énormes. Le reportage de la RTS. La joie des autorités bâloises à l'annonce du choix de la ville haute. Le 69e concours Eurovision de la chanson aura donc lieu au bord du Rhin. La cité rhénane qui aura su séduire sa population, mais aussi la SSR. On a vraiment essayé de rassembler tout le monde, tous les joueurs à Bâle, pas seulement la politique, mais aussi l'économie, les joueurs touristiques et aussi le FC Basel. Et ça, on a réussi de vraiment créer un mouvement pour ce ESC. Et probablement que c'est ça qui a fait la différence. Du côté de la SSR, on salue la qualité des dossiers proposés par les deux villes finalistes. La décision n'a pas été facile à prendre. Le deuxième tour, c'était une course tête à tête. Et il n'y a pas de grands arguments qui font la différence, mais là, c'est la somme de beaucoup de petits détails qui, à la fin, font la différence. Et parmi ces détails, la situation géographique de Bâle, au carrefour de 3 pays, aura probablement pesé dans la balance. La diffusion du concours sur écran géant au cœur du stade Saint-Jacques, offrant ainsi à 20 000 personnes l'occasion de vivre gratuitement l'Eurovision en direct, aura également joué un rôle dans le choix de la SSR, tout comme la construction d'un village de l'Eurovision ouvert à tout le monde. En ville de Bâle cet après-midi, beaucoup se réjouissent d'accueillir le concours.
Accueillir un concours international, un événement joyeux, motivant, positif, oui, c'est une chance. Moi, je trouve ça formidable économiquement et pour le ressort de la ville et pour tout ce qui va s'en suivre, ça sera extraordinaire. Après Lugano en 56 et Lausanne en 89, ce sera donc au tour des Suisses alémaniques d'organiser le concours. La grande finale du 69e concours Eurovision de la chanson aura lieu le 17 mai prochain. Et pour conclure ce journal, un vrai spectacle aérien, celui d'un voltigeur fribourgeois qui espère remporter une médaille au championnat du monde. C'est le reportage de la RTS. Même depuis la terre ferme, il faut avoir le cœur bien accroché. Voir Vincent Tornard dans les airs, c'est assister à un ballet où chaque geste est maîtrisé à la perfection. Dès l'âge de 2 ans, le fribourgeois se passionne pour le parapente avant de découvrir la voltige quelques années plus tard. C'est de faire des manœuvres où on va pousser la voile aux limites de vol en fait, où à des moments on se retrouve à passer par-dessus la voile, à voler à l'envers, à vraiment voler ce qu'on appelle en arrière, etc. ou décrocher. Et donc en gros c'est au-delà de ce qu'un parapente est censé faire normalement, et nous on fait ça pour s'amuser. En vol, Vincent Tornard est libre de faire ce qu'il veut, mais les figures qu'il tente sont parfois complexes et dangereuses si elles sont mal maîtrisées. La peur est ainsi toujours présente à l'esprit. J'ai toujours un petit peu cette peur de... C'est pas vraiment une peur, une mauvaise peur je dirais, c'est une peur qui me rappelle que je vais voler et que c'est quelque chose qui est pas normal, entre guillemets. Du coup ça me rappelle qu'il faut quand même faire attention et qu'il y a des risques, et voilà. Mais c'est une bonne peur qui est motivante, et c'est pas une peur où je me dis ça va mal se passer ou il va se passer quelque chose de pas bien. Chaque nouvelle manœuvre est préparée minutieusement afin de limiter les risques au maximum. Je vais pas juste y aller comme ça sans réfléchir, je vais quand même bien mentaliser, visualiser la manœuvre avant, je vais réfléchir à ce que je dois faire avec mes mains, avec mon corps, avec ma voile, à quoi ça doit ressembler, quelles sensations je pense avoir quand je vais faire la manœuvre. Dans quelques jours, Vincent Tornard vivra le dénouement de sa saison. Au programme, la finale de la Coupe du Monde où sa 4e place est quasiment assurée, et surtout les mondiaux dans la foulée. L'idéal, ça serait de faire une 3e place sur le championnat du monde. Et ça serait bien pour moi déjà parce que c'est un rêve d'être à ce niveau-là. Et pour la Suisse parce que du coup le parapente acrobatique est en train d'essayer de rentrer à Suisse olympique. Donc ça nous aiderait vachement d'avoir une médaille au championnat du monde. Et c'est les mondiaux, donc c'est une fois tous les 4 ans. Et ça serait bien de pouvoir marquer mon petit nom sur l'histoire des championnats du monde. Ces 2 compétitions se dérouleront en Turquie entre le 1er et le 15 septembre. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée et à bientôt.